Enquête ce soir dans le milieu du football belge. Un monde gangréné par la cupidité et la corruption. Aucun dirigeant qui pense à l'intérêt des joueurs. Il n'y a jamais de surprise et souvent il y a un loup dans le moteur. Il me semble que c'est une manœuvre très claire orchestrée par Moji Bayat. Les agents de joueurs font la loi, mais que cherchent-ils? La réponse, tout le monde l'attend. L'argent. C'était mieux que de ne rien avoir. Fraude fiscale, blanchiment, enrichissement personnel, match truqué, les soupçons et les accusations sont de plus en plus lourds. Ce match aurait été acheté avec des montres. C'est petit, léger, facile à transporter. C'est vendable partout à travers le monde. Dirigeants, joueurs, arbitres, les plus grands clubs sont concernés. J'étais surpris par l'ampleur de cette enquête. Il faut des règles, des bonnes règles. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui nous travaillons à la fédération. Bienvenue dans Investigation. Bonsoir à tous, nous allons nous plonger aujourd'hui dans le monde parfois trouble du football belge, un milieu visé en octobre 2018 par une vague de perquisitions sans précédent. 19 personnes sont inculpées pour fraude, pour corruption. Alors il y a des agents de joueurs, des dirigeants de clubs, des arbitres aussi. C'est le scandale du Footgate. Lors de leur perquisition, les enquêteurs découvrent des éléments laissant à penser que certains matchs sont truqués. C'est ce que nous allons démontrer ce soir avec des documents confidentiels et des révélations inédites dans ce dossier tentaculaire qui cache peut-être encore d'autres vérités. Le milieu du terrain, c'est une enquête de Patrick Remacle et Thierry Luters. Quand un agent de joueur a beaucoup de joueurs dans une équipe comme dans l'autre, et en plus des entraîneurs qui sont clients du même agent, attends, c'est pas possible. Un certain nombre d'agents avec de très mauvaises pratiques et de mauvaises intentions ont été accueillis les bras ouverts par un certain nombre de directeurs de clubs. La corruption en particulier, c'est un tango. Ça se danse à deux. Le foot, c'est une bazar des marchands. Vous achetez quelqu'un et vous le vendez. C'est slavery. On voit que certaines personnes qui ont des revenus considérables en veulent toujours plus et encore plus. Quelqu'un qui a une réputation désastreuse, est-ce qu'il est alors opportun d'aller nommer son frère comme président? Moi je joue le jeu. Et je ferai attention à ce que les moments comme celui-ci, qui vont vous donner aussi de bons moments de télé, soient respectés. Ils sont des dizaines de milliers rassemblés en ce jour de juillet 2018 sur la Grande Place de Bruxelles. Au balcon de l'hôtel de ville, les Diables Rouges, de retour de Russie. Ils ont raté de peu la finale pour finir 3e de la Coupe du Monde. Ils ne le savent pas encore, mais ceux qui composent le milieu du football belge doivent bien profiter de cette journée de fête. Car elle ne va pas durer. Bonsoir à tous. Pas moins de 44 perquisitions menées dans une dizaine de clubs. Le monde du foot belge tremble aujourd'hui. Nous sommes le 10 octobre 2018. Le parquet fédéral annonce des perquisitions partout en Belgique, notamment dans 9 clubs de division 1A, mais aussi 13 perquisitions à l'étranger. On avait reçu comme information qu'ils avaient donc détecté des transactions frauduleuses, un peu nébuleuses, dans un filiale d'une banque au Limbourg, et cette information était liée à un nom qu'on connaît déjà, donc un agent de joueur, M. Velkovic. Et c'est là qu'on a dit, eh bien, ça vaut peut-être la peine de regarder de près ce qui se passe. Outre Dejan Velkovic, plusieurs agents de joueurs sont interpellés, dont Moji Bayat. Dans la foulée, l'ancien manager général d'Anderlecht, Herman van Olsbeek, est interrogé.
L'entraîneur du football club brugeois Ivan Leko est arrêté. Des perquisitions sont menées également chez un avocat, chez des journalistes et dans un bureau comptable. Et puis, cerise sur le gâteau, les 2 meilleurs arbitres du pays, Bart Vertenten et Sébastien Delferrière, sont arrêtés puis inculpés. Pour le football belge, c'est un véritable tremblement de terre. Le Footgate commence. Pour mener à bien la vague de perquisitions du 10 octobre 2018, les enquêteurs n'ont pas hésité à placer plusieurs suspects sur écoute. C'est le cas notamment d'un des personnages mis en cause dans le Footgate, Modji Bayat. C'est l'agent de joueur le plus influent du royaume. Le travail de surveillance a duré des mois. Dans leur première note de synthèse, les policiers en charge des écoutes relèvent: Modji est très prudent vis-à-vis du téléphone. Il a plus de rencontres physiques et personnelles pour éviter de discuter au téléphone. Action suspecte. Modji userait de pratiques qui ne suivent pas entièrement le droit et qui ne correspondent pas à la réalité économique. C'est derrière la haie de cette propriété que Modji Bayat a donné en 2017 une longue interview. La jeune femme qui l'interroge le connaît bien. Elle est la compagne de Hamdi Arbaoui, un des joueurs du portefeuille de l'agent Modji Bayat. Bonsoir Modji. Bonsoir Mariam. À la base, vous êtes universitaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir agent de joueur? La réponse, tout le monde l'attend. L'argent. Mais il y a une explication quand même derrière, mis à part l'argent. Quand on adore le football et qu'on veut travailler dans le football, on finit souvent ou dans un club ou comme agent de joueur. J'ai eu la chance de pouvoir faire les deux. J'ai entendu parler que vos méthodes sont un peu crapuleuses. Quelles sont les concessions que vous avez faites pour arriver à vos buts? J'ai dû coucher avec des joueurs. Ah, non, c'est bien de savoir ça. C'est une blague. Mais non, je n'ai pas dû faire de concessions particulières. Il faut simplement travailler dur comme dans n'importe quel secteur d'activité. En règle générale, dans la vie, on n'est jamais toujours que apprécié ou toujours que détesté. Vous touchez combien de pourcentage sur les transferts? C'est dans les médias, donc on ne peut pas s'en cacher. Et puis en Belgique, c'est public. Mais pour faire simple, on va dire que je suis le footballeur le mieux payé de Belgique. La perquisition du domicile de Modji Bayat est programmée. Ce sont les unités spéciales de la police fédérale qui dirigent l'opération. Dès 5 h du matin, l'heure légale, ils pénètrent dans la maison, l'arme au poing. Les enquêteurs entament la perquisition. Et cette perquisition chez Modji Bayat va durer près de 8 heures. Et si la révolution iranienne avait changé la face du football belge? 1979, l'ayatollah Khomeini fonde la République islamique d'Iran. Le destin de la famille Bayat vient de basculer. Les Bayat font partie des familles qui participaient au pouvoir sous le régime du Shah. Avec leurs parents et leur oncle Abbas, les petits Modji et Mehdi partent en exil. Aujourd'hui, Abbas Bayat vit à Wilmington, aux États-Unis, dans l'État du Delaware. J'ai quitté après 1 an quand je déclare à moi que la révolution n'est pas quelque chose qui va passer en quelques mois ou une année. Pendant des années 1950 et 60, oui, mon père était actif en politique en Iran. Mon famille était une famille assez connue. Abbas Bayat a le sens des affaires. Il investit en Belgique dans les eaux minérales et les limonades. En juillet 2000, il achète le Sporting de Charleroi. Le football, finalement, c'est un produit à vendre. C'est comme l'eau Chaudfontaine, c'est comme Parasol, c'est comme Limon, c'est un produit à vendre. Comment est-ce qu'on vend un produit? Ça doit donner la satisfaction et la valeur à le consommateur. 3 ans plus tard, il fait venir dans notre pays ses 2 neveux, Modji et Mehdi.
Modji devient d'abord représentant pour une des entreprises de son oncle. L'un et l'autre sont diplômés d'école de commerce. Au Sporting, Modji traite des dossiers sportifs et Mehdi s'occupe du volet commercial du club. Tous les deux ont travaillé chez moi pendant des années. Des années, oui. À Lausanne, après à Chaudfontaine, après ils sont venus à Sporting. L'action des deux frères donne une nouvelle impulsion à l'équipe. Le club du Pays Noir commence à retrouver la lumière. Bonsoir amis supporters. Il y a tout juste un an, le Sporting de Charleroi luttait pour son maintien en première division. Aujourd'hui, un an plus tard, on lutte pour une éventuelle qualification vers un rêve. Pendant ces premières années au Sporting de Charleroi, les frères Bayat vont mettre en œuvre leur méthode de management. Ils ont tout de suite cultivé leur carnet d'adresses en établissant des relations privilégiées avec tous les acteurs du milieu du football. À la santé de mon âge infatigable échevin des sports. Merci. Le foot, c'est très très politique en Belgique. Les politiciens aiment être présents dans le foot. Vous voyez, les supporters de foot sont des personnes qui ont cherché par les politiciens. Un scandale vient perturber la montée en puissance des deux frères, et singulièrement de Modji. C'est le procès dit du terrain synthétique du Sporting de Charleroi. Ce procès de faux, détournement et corruption a entraîné des poursuites du parquet à l'encontre de 2 élus et de Modji Bayat. Il est condamné à 1 an de prison avec sursis. En appel, il conclut une transaction avec le parquet. La loi belge lui permet de conserver ainsi un casier judiciaire vierge, condition indispensable pour exercer son futur métier d'agent. Ce matin, des articles sur la saga Bayat étaient dans tous les journaux. On parle du départ du neveu d'Abbas Bayat et du responsable recrutement. Modji Bayat n'a pas voulu commenter cette rumeur. Il était pour irrégularité, pour pas être très clair dans le fonctionnement. C'est pour ça que je l'ai mis au dehors. C'est pas facile de mettre votre neveu au dehors. En 2010, Abbas Bayat revend le Sporting de Charleroi. La première information que nous avons à vous annoncer est le départ d'Abbas Bayat. Mehdi conserve la direction journalière du club et en devient administrateur délégué. Quant à son frère Modji, il devient agent de joueur. C'est beaucoup plus facile pour un ancien dirigeant qui a passé 7 ans, 8 ans en première division de devenir agent de joueur, ça c'est clair. 40 transactions, on est bien informé cet été? Oui, à mon avis, vous êtes dans le bon. Vous avez fait des transactions dans 12 clubs sur 16? À mon avis, oui. Oui, je pense que c'est correct. Le chiffre est impressionnant. Tous les agents, en tout cas, sont fascinés et ils disent « Mais comment il a fait ?» Normalement, un agent de joueur porte bien son nom. C'est l'agent du joueur, il doit défendre les intérêts du joueur. En réalité, l'agent devient le principal négociateur lors de la transaction et répartit le budget que le club acheteur a entre le montant du transfert, le salaire du joueur et sa propre commission, et souvent au préjudice du joueur, parfois au préjudice du club, mais très rarement en son préjudice à lui. Le système du Sporting de Charleroi aujourd'hui est finalement un système où on doit être plus malin que les autres clubs, c'est-à-dire être capable d'aller trouver des joueurs libres, fin de contrat, gratuits, de jeunes paris, de jeunes espoirs, les former à Charleroi, les mettre en avant, les mettre finalement en vitrine et espérer les revendre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui dans notre budget, nous sommes conscients que nous avons l'obligation de vendre des joueurs pour équilibrer et pouvoir dégager du bénéfice. Il n'y a aucun dirigeant qui pense à l'intérêt des joueurs. Le foot, c'est une bazar. C'est une bazar des marchands. Vous achetez quelqu'un et vous le vendez. C'est slavery. Tout à fait clair. Le transfert est devenu à ce point tellement important pour la viabilité financière des clubs que l'agent y joue un rôle central. Plus que le joueur, finalement. C'est très paradoxal. Convaincre le joueur, c'est une chose, mais il va falloir passer par l'agent
Alors que finalement, c'est pas l'agent qui va mettre un short et des chaussettes et des chaussures, il va aller jouer sur le terrain. Même si, économiquement, il s'agit d'un marché libre où tout le monde où pourrait se dire, voilà, je veux devenir agent de joueurs, dans la pratique, on constate que, il n'y a peut-être pas de monopole, mais il y a certainement un oligopole. Il y a très peu d'acteurs dans ce marché, par la force des choses, puisque en tant que joueur, vous avez tout intérêt de vous adresser à quelqu'un qui a des contacts un peu partout, et pas, entre guillemets, un petit agent. Fidèle à son tempérament, Modji Bayat ne sera pas un petit agent, ni même un agent comme les autres. Il n'hésite pas à mouiller le maillot, comme il le faisait lorsqu'il était à Charleroi. « 2012, un transfert du Standard vers Anderlecht, dans lequel Modji Bayat est omniprésent. Cyriac aux prises avec Dan. Cyriac encore, il peut frapper. Il s'appelle Cyriac. Rapide, virevoltant. On l'appelle aussi Zorro, avec un seul R. Il enchaîne les buts. Cyriac est sous contrat avec le Standard. Jusque-là, aucun transfert n'est possible sans une indemnité. Mais Cyriac a tapé dans l'œil du Sporting d'Anderlecht et les dirigeants bruxellois veulent rapidement l'acquérir. Anderlecht avait négocié avec Cyriac alors qu'il était sous contrat avec le Standard, ce qui n'est pas permis du tout. Il faut savoir que lorsqu'un joueur est sous contrat dans un club, normalement, dans un premier temps, c'est le club qui souhaite acquérir le joueur et le club qui a le joueur sous contrat devrait dans un premier temps négocier un montant de transfert sans qu'interviennent le joueur et l'agent. C'est comme ça que ça se fait, sauf si le joueur rentre dans ces 6 derniers mois de contrat. Être agent, c'est parfois aussi jouer sur plusieurs tableaux. Mandaté par Anderlecht, Modji Bayat devient aussi le nouvel agent de Cyriac. À ce titre, il négocie et obtient une revalorisation du contrat de Cyriac au Standard, un salaire supérieur, des primes de match augmentées. Ce nouveau contrat est signé par le directeur général du Standard de l'époque, Pierre François. D'emblée, je ne suis pas sûr de me souvenir de tout. Ça date. Le problème, c'est qu'il est allé à Anderlecht. Et donc, c'était mal perçu par les supporters du Standard. Mais ce qu'on a obtenu financièrement, c'était mieux que de ne rien avoir. Ce contrat contient un nouvel article. Il permet à n'importe quel club de racheter le joueur avant la fin de son contrat contre 2 millions d'euros. Cette clause suscite la controverse. Parce qu'il avait déjà un contrat avec Anderlecht, Anderlecht a payé 2 millions au Standard, qui était la clause libératoire, qui avait sans doute été négociée déjà avant, alors qu'avant il n'avait pas de clause libératoire, pour quand même honorer l'engagement qu'ils avaient pris avec Cyriac. La chose que je trouvais très étrange, c'est que Pierre-François ait concédé, ce qui ne se fait jamais dans des clubs du niveau de Bruges, Standard et Anderlecht, de mettre une clause permettant à un attaquant du niveau d'un Cyriac de quitter le club pour une somme qui avoisine les 2 millions d'euros. Cette somme est bien sûr ridicule. Je ne sais plus. Il faudrait que je relise le dossier. Il a eu une reconduction de contrat avec une clause libératoire à 2 millions. Voilà. Sans spécifier c'était pour la Belgique ou l'étranger. Voilà. Ça, c'est parce que l'agent, donc le joueur, ne permettait pas une reconduction s'il y avait une limitation dans la destination. J'avais essayé de l'obtenir, mais c'était niais. Pierre-François, qui est clairement un homme très intelligent et très compétent, qui a une grande expérience, doit toujours, dans l'intérêt du Standard, indiquer que si clause libératoire il y a, elle n'est pas valable pour des concurrents directs, parce qu'on comprend bien que si jamais le joueur Cyriac part à Saint-Étienne, c'est quand même beaucoup moins embêtant pour le Standard de Liège que s'il va chez ce que tout le monde sait. Il ne faut pas être un génie du football pour savoir que Bruges et Anderlecht sont avec le Standard les 3 clubs les plus emblématiques de l'histoire du football belge. Donc je savais que s'il n'était pas reconduit, il partait libre. Il pouvait partir libre en Belgique ou à l'étranger. Et si on le reconduisait, il y avait au moins les 2 millions qu'on obtenait.
Je ne pense pas qu'il partait libre, puisqu'il avait un contrat en bonne et due forme. Le voici. Mais je ne me souviens plus, il faudrait que je le lise. Franchement, oui. C'est signé le 1er mars 2012. Oui. On est d'accord ? 4 mois plus tard, Modji Bayat prévient le Standard qu'Anderlecht va payer la clause libératoire. Cyriac signe alors son nouveau contrat à Anderlecht. Le Standard perd un de ses meilleurs joueurs chez son rival historique. Sans doute le but de la nouvelle clause. Il me semble que c'est une manœuvre très claire orchestrée par Modji Bayat avec la complicité des deux clubs. Donc clairement, soit Pierre-François était très fatigué le jour où il a négocié cela, soit il est de connivence. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit plus jamais je ne vais travailler encore avec Modji Bayat. En fin de saison 2011-2012, le conseil d'administration du Standard de Liège met un terme aux fonctions de directeur général de Pierre-François. Sollicité, Modji Bayat n'a pas donné suite à notre demande d'interview. De manière générale, la tension financière qui s'exerce sur les clubs de foot, elle est forte. Cette tension financière, c'est un facteur de criminogénité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour répondre à cette tension, on ne trouve pas de moyens légaux, il y a cette tentation de l'illégalité. On constate dans certains dossiers une cupidité qui est assez importante et où l'on voit que certaines personnes qui ont des revenus considérables en veulent toujours plus et encore plus. Et donc c'est plutôt ça qui m'interpelle, plus que les montants, puisqu'on sait très bien que des joueurs, et dans des hautes sphères, des compétitions, ont des revenus extrêmement importants. Mais ça, ce qui est plutôt choquant, c'est le fait qu'on en veuille toujours plus et qu'on n'a jamais assez. Dans le monde du foot, l'énormité de la valeur d'un joueur, c'est déjà un facteur de risque. Parce qu'une commission occulte d'1 million sur un transfert de 100 millions, c'est une pécadille, quoi. Et là-dessus vient se mettre la valeur subjective d'un joueur. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur coûte 15 ou 18 millions ? Cette dimension subjective va permettre de survendre un joueur pour survitaminer une commission dont on sait très bien qu'elle ne va pas aller in fine intégralement dans la poche de l'agent, mais dont une partie va servir à rétribuer ceux qui ont joué le jeu frauduleux avec lui. Souvent, ce sont les agents qui proposent des joueurs au club et qui obtiennent donc, en plus du mandat du joueur, le mandat du club et bien souvent le mandat du club aussi vendeur. Et l'agent se rend indispensable dans la transaction en négociant les budgets des 3 parties, plus sa commission. Toutes les affaires qui attirent l'attention de la justice belge sont des affaires qui concernent clairement une collaboration entre un directeur influent qui a un gros pouvoir de décision à l'intérieur d'un club et un agent. Alors, à partir du moment où, à l'intérieur des clubs, vous ne pouvez corrompre personne, un agent mal intentionné ne pourra faire de tort à personne puisqu'il ne sera pas le bienvenu. Le problème, c'est qu'un certain nombre d'agents avec de très mauvaises pratiques et de mauvaises intentions ont été accueillis les bras ouverts par un certain nombre de directeurs de clubs. La responsabilité première de ce système, elle part des dirigeants qui ont été masquer leur incompétence en allant demander à des agents de faire des choses qu'ils auraient dû faire eux-mêmes dans le recrutement. Et donc, des dirigeants ont implémenté une sorte de système où on n'utilisait plus les forces vives du club qui normalement sont faites pour faire ce genre de travail, mais on utilisait des intermédiaires qui étaient payés en plus pour ça. Le budget d'un club acheteur peut être 40 millions. Ils vont dire, OK, je peux payer 30 millions pour le club et 10 millions pour le salaire. Mais l'agent peut dire, OK, non, donne 4 millions d'euros salaire, je veux le convaincre, me donne 4. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche.
L'enquête sur les pratiques de Moji Bayat conduit à son arrestation dans le cadre du Footgate. Les enquêteurs commencent à éplucher les documents et les indices trouvés lors de la longue perquisition dans sa villa de Lannes. Une chose en particulier les intrigue. Un nombre impressionnant de boîtes de montres. Dans le football de haut niveau, les montres de luxe sont un véritable marqueur social. Qui a une belle montre a un bon contrat. Et les montres, on aime les porter, comme ici, à l'entrée de la soirée annuelle du Soulier d'Or. C'est un peu comme la montée des marches du Festival de Cannes, version football belge. Mais attention, dans le milieu du football, certaines montres ne seraient pas toujours là pour donner uniquement l'heure. Aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel le cash, parce que l'État a foncièrement resserré l'utilisation du cash dans notre société, est devenu très compliqué. Et donc des biens de valeur, comme des montres de marque, comme des bijoux, comme des métaux précieux, là, représentent vraiment quelque chose de très intéressant. C'est petit, léger, facile à transporter. C'est vendable partout à travers le monde, notamment lorsque ce sont des grandes marques. C'est donc aisément monétisable. Il y a des collectionneurs, il y a des marchés parallèles. Et dans le monde du foot, dont on sait que c'est peut-être un des mondes, avec la télé-réalité, avec le mannequinat, bling-bling par excellence, alors la montre devient un outil redoutable. Je pense que la montre, c'était le porte d'entrée. Parce que normalement, ça doit être refus. Un directeur général ou un entraîneur ne peut pas prendre un cadeau d'un agent qui est en train de discuter avec le club. Mais malheureusement, la montre était une première étape pour ces gens-là parce qu'on ne devient riche avec une montre. On ne peut pas acheter un Mercedes avec une montre. Et alors après, ça vient 100 000, 200 000, 300 000, etc. En fait, dans le milieu du terrain, tout se sait, mais rien ne se dit. Voici donc un témoignage rare. Le témoignage d'un ancien dirigeant d'un club de Pro League. Il décrit noir sur blanc son premier contact professionnel avec Moji Bayat dans le cadre d'un transfert en 2016. Celui-ci veut lui offrir une montre d'une valeur de 50 000 €. L'ancien dirigeant lui répond qu'il sait toujours payer ses montres lui-même et qu'il continuera à le faire. La très longue perquisition effectuée en octobre 2018 au domicile de Moji Bayat a permis de découvrir des choses troublantes. Divers objets ont été saisis, notamment des montres de luxe, des bijoux, de l'argent liquide et des boîtes vides ayant contenu des montres de luxe d'une valeur totale de 8 millions €. Pour Maître Mayence, l'avocat de Moji Bayat, l'explication est simple. J'ai trouvé la blague excellente de l'avocat de Moji quand il dit que son client collectionne les boîtes de montres vides. Et donc, j'ai quand même fait une petite recherche sur Internet et il semblerait que des collectionneurs d'à peu près tout existent, mais des collectionneurs de boîtes de montres vides, ça n'existe pas. Maître Mayence ajoute toutefois ce qui pourrait être reproché à son client. Un éventuel carrousel TVA. Maître Mayence n'est pas le seul à évoquer le volet TVA. Pendant des mois, les policiers ont placé Moji Bayat sur écoute. Dans une note rédigée par les enquêteurs, on apprend ceci. Moji Bayat utiliserait l'identité de son père pour frauder. D'une écoute entre le bijoutier de Greff et Moji Bayat, il semble que Moji fasse des factures et des ventes de montres au nom de son père ou de son cousin, pour qu'elles puissent être vendues à l'export. On va mettre un système sur pied de fausse exportation de ces montres pour éluder la TVA. On va présenter une montre comme ayant une valeur de marché de 20 000 €, là où on l'a payé 21% de TVA en moins. Voilà donner l'occasion finalement de faire une économie par cette fraude aux taxes et autres accises. Sollicité, la direction de la bijouterie de Greff n'a pas souhaité répondre à nos questions. En dehors de ce volet TVA, une question se pose.
Pourquoi ces boîtes sont-elles vides ? En 2014, on a entamé les playoffs avec beaucoup de points d'avance par rapport à tous les autres. Et le bourgmestre de Liège est venu me trouver à ce moment-là. Il dit comment est-ce qu'on va préparer la fête parce qu'on va être champion. Donc il n'y avait personne qui doutait que le Standard allait être champion en juin 2014. Et soudainement, on a eu quand même beaucoup de problèmes dans nos rencontres au niveau de l'arbitrage. On a été vraiment lésés terriblement par l'arbitrage à ce moment-là. Donc, tout cela a fait que finalement, on n'a pas été champion, mais Anderlecht nous a dépassés dans la dernière ligne droite. En cette fin de championnat, la rencontre Anderlecht-Genk est capitale. Déviation, le deuxième ballon, quelle erreur sur Bruno, qui marque avec un sang-froid exceptionnel. Bruno. Ce que l'on peut très très bien voir dans ce match-là, c'est que l'alignement des joueurs de Genk était complètement... Les joueurs de Genk qui ont joué, c'était totalement anormal. Et la façon de jouer, c'était anormal aussi. L'entraîneur, à ce moment-là, de Genk, c'était une personne qui était très liée à Moji Bayat aussi. Donc, et ça, c'est de toute façon un problème en général. Quand un agent de joueur a beaucoup de joueurs dans une équipe comme dans l'autre, et en plus des entraîneurs qui sont clients du même agent, allez, où va-t-on, quoi? C'est pas possible. Un bon ballon de Tielemans pour Nadjar qui passe, frappe de Nadjar et le but de Nadjar qui va permettre à Anderlecht de jouer beaucoup plus détendu encore en seconde mi-temps. Lorsque le rôle de l'agent s'arrête à la porte du stade, ça peut aller. Lorsque son rôle est de négocier le placement de son client, fort bien, c'est son boulot, pas de souci avec cela. Mais quand il passe les portes du stade, quand un agent, et tout le monde sait que M. Moji Bayat avait un bureau dans certains clubs. Lesquels ? Là, sauf erreur à Genk, si j'ai bien retenu. Je sais qu'à Anderlecht, il avait aussi de véritables entrées. Lorsque cet agent devient à nouveau omniprésent, peut-on encore éviter alors la question qui fâche, qui est celle de savoir s'il n'a pas une influence notable sur ce club? Oui, elle est bonne la passe encore de Tielemans pour Bruno dans la profondeur. Le ballon et le but de Bruno. C'est tellement simple. Mais en réalité, si par après, cet intermédiaire garde en fait ses joueurs sous son contrôle, et si des agents de joueurs commencent à établir une position de force qui va bien au-delà de tout simplement mettre l'offre en contact avec la demande, mais qui va jusqu'à des menaces genre écoutez, si vous ne prenez pas tel ou tel joueur à moi, je ferai en sorte que pour vous, à la fin de saison, c'est la relégation. Ça, c'est une situation évidemment malsaine. Oui, il passe trop facilement. Il est vite Walsh, le ballon en retrait pour Pratt. Il n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but. C'est tellement simple. Bruno Renanzi me dit c'est incroyable. Moji Bayat vient de m'expliquer l'histoire du match. Anderlecht-Genk, que ce match aurait été acheté avec des montres. Et moi je me dis, je pensais, tu rigoles quoi, donc c'est pas possible. Pourquoi je dis c'est tellement ridicule. Il veut peut-être, ce qu'ils veulent peut-être, c'est que je dise un truc comme ça dans la presse ou à la justice. Je vais me ridiculiser en disant un truc aussi incroyable que cela. Et c'est quand, en fait, j'ai appris dans la presse, après les perquisitions, qu'ils avaient trouvé des boîtes de montres chez Moji Bayat, que je me dis, mais merde, c'est peut-être quand même possible, quoi. Revenons au témoignage de l'ancien dirigeant du club de Pro League. Il y est écrit que Moji Bayat lui a fait comprendre qu'il avait le pouvoir de décider qui sera relégué en fin de saison. Les oui-dire. J'aime bien, moi, vous savez, les gens, on m'a dit que plusieurs dirigeants anonymes ont dit que, et ainsi de suite. Bon, ça c'est, oui, bon, c'est bien. Moi, je peux juste vous dire une chose, c'est que
J'ai souvent dit que mon frère a été en grande partie victime de sa grande gueule. C'est la vérité. C'est quelqu'un qui s'exprime toujours quand on le voit parler, il accapare l'attention. Lorsqu'on est quelque part, il raconte beaucoup de choses. Bon, en tout cas, devant moi, il n'a jamais dit quelque chose de pareil parce que ça me paraît complètement absurde, mais complètement. Et deuxièmement, je pense que s'il y avait eu des faits avérés, ça se serait su déjà. Il y a un truc qui me chiffonne depuis le début. C'est toutes les boîtes de montres qu'on a retrouvées chez votre frère. Oui. Alors je me dis, où sont les montres? Vous demanderez à la justice de vérifier où elles sont. Voilà. C'est pas à moi de répondre aujourd'hui. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'ils savent exactement où sont les montres. Selon nos informations, toutes les boîtes découvertes lors de la perquisition n'ont pas retrouvé les montres qui leur correspondent. Ni la direction d'Anderlecht, ni celle de Genk n'ont souhaité participer à ce documentaire. Autre match capital. Genk-Bruges. Le club brugeois doit absolument gagner pour conserver une chance de rejoindre Anderlecht et être champion. De son côté, Genk, entraîné par Emilio Ferreira, est bon dernier des playoffs et n'a plus grand-chose à gagner dans l'aventure. Mais alors qu'ils avaient été balayés quelques jours auparavant à Anderlecht, les joueurs de Genk sont métamorphosés. Ils semblent avoir mangé du lion. La fin de la rencontre est épique. À 2-2, Bruges conserve toutes ses chances. Mais le match va basculer. On a trouvé un Genk très motivé, je dois dire. J'ai demandé la recette à Emilio comment il arrive à motiver une équipe de cette manière et fêter les buts de cette manière sur le banc quand on est 6e du championnat. Mais enfin, c'est bien pour eux, ils ont bien fait leur travail. Les joueurs de Genk voulaient la victoire plus que jamais. Bruges battu, Anderlecht conserve sa première place. Un ancien joueur nous a donné un élément d'explication de manière anonyme. Un tel témoignage dans le milieu du terrain, c'est plus qu'exceptionnel. Il y a plusieurs joueurs qui disent que Moji Bayat donne des montres. Après, je sais pas si c'est pour des matchs gagnés ou perdus. Mais pour influencer des matchs. Bien sûr que c'est pour influencer des matchs. C'est même certain. Je sais pas exactement si c'est Genk Bruges, mais en 2014, on propose des montres. Et vous avez entendu quoi, en fait? Et qui, s'ils donnaient l'équipe donnait un fond et qui gagnait ce match, ils seront récompensés, c'est par des montres. Plusieurs témoins nous ont confirmé ces faits. Ils ont souhaité conserver l'anonymat. Accepter un cadeau d'un agent pour gagner ou perdre un match est un délit. Contacté, l'entraîneur Emilio Ferreira nous a fait savoir qu'il n'avait jamais entendu parler de tels faits et qu'il aurait refusé toute irrégularité. Il n'a pas souhaité participer à ce film. Roland Duchâtelet a déposé officiellement plainte. Il souligne qu'avec le titre perdu cette année-là, le manque à gagner du Standard équivaut à 15 millions d'euros. Le monde du foot, c'est quand même un microcosme particulier au niveau des habitudes, des choses qui s'y passent, etc. Je crois que fondamentalement, le mieux, ce serait que les agents soient payés par les joueurs. Et je crois que fondamentalement aussi, par rapport aux transactions entre clubs, ce serait mieux que ce soit toujours entre les clubs, sans l'intervention d'agents. Après 48 jours de détention préventive, Moji Bayat sort de prison contre une caution de 150 000 euros. Il reprend rapidement ses affaires, en ayant eu soin par prudence de nommer sa femme co-gérante de sa société. S'il est renvoyé au tribunal et qu'il est condamné, il lui sera interdit d'exercer le métier d'agent de joueur. En 2018, année du Footgate, la société de Moji Bayat a engrangé 4,7 millions de bénéfices, près du double de l'année précédente. Moji Bayat est toujours l'agent numéro 1 de Belgique. Pendant ce temps, le petit frère de Moji Bayat n'a pas chômé non plus. En juin 2019, Mehdi Bayat est élu président de l'Union belge de football, la puissante fédération qui regroupe 450 000 affiliés. Voici le nouveau visage de l'Union belge. Mehdi Bayat devient le grand patron du football pour les 2 prochaines années. À 15 voix contre 7, Mehdi Bayat, qui ne parle pas néerlandais, n'était pas soutenu par le football amateur néerlandophone. À 40 ans, le nouveau président devient l'un des plus jeunes de l'histoire du football belge.
Peut-être ce qui est caractéristique du football belge, c'est le conflit d'intérêts potentiel en tout cas, et sa dimension éhontée. Ils existent certainement dans d'autres championnats, ces conflits d'intérêts, mais ils se font plus discrets. Ici, il est assez décomplexé dans le football belge. Le problème qu'il y a, c'est que le secteur du foot est un secteur où on parle énormément d'argent. On cite des chiffres faramineux, des agents, des intermédiaires qui prennent des commissions pour des millions d'euros. Et puis, évidemment, il y a le fameux Footgate qui est arrivé, dans lequel il n'y a pas qu'un volet agent de joueurs, il y a un volet qui va beaucoup plus loin, falsification de matchs et toutes des choses qui font évidemment très mal aux amateurs de football, qui font très mal aux dirigeants de football que je suis moi-même personnellement. Mais à toute situation critique, je veux essayer de voir quelque chose de positif. Et ce quelque chose de positif aujourd'hui, c'est la leçon pour nous tous. Tous les acteurs importants du monde du football belge doivent aujourd'hui prendre conscience que nous devons être beaucoup plus transparents, que nous devons faire très attention, qu'il faut des règles, des bonnes règles. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui nous travaillons à la fédération. Monsieur Mehdi Bayat a une espèce de don d'ubiquité, puisqu'on le retrouve un peu partout. Il est évident que le football belge souffre de plusieurs maux. Un des mots essentiels, et qui a d'ailleurs été dénoncé dans un certain nombre de ces procédures, c'est ce qu'on appelle des vices structurels de gouvernance, c'est la question des conflits d'intérêts. Il y a d'abord toute la problématique de la double casquette de M. Mehdi Bayat en sa qualité de président de l'Union belge d'une part, de président du Sporting de Charleroi d'autre part, et la problématique à laquelle il est lié aussi, à savoir l'influence manifeste et les liens étroits manifestes entre son frère Modji Bayat et un certain nombre de clubs, dont au premier chef évidemment le Sporting de Charleroi. Quelqu'un qui a une réputation désastreuse dans un certain milieu, est-ce qu'il est alors opportun d'aller nommer son frère comme président? Il n'y a pas seulement la présomption d'innocence qui joue dans ce genre de choses, il y a aussi des notions comme la crédibilité, comme je dirais même l'intérêt général du football belge. Parce qu'en réalité, c'est un jeu de pouvoir où certains individus et certains clubs tentent effectivement de maintenir et de renforcer leur position. Mon frère n'a encore été condamné à rien. Ça, c'est la première chose. Donc, laissons-lui le temps d'avoir droit à son procès de manière équitable comme n'importe quelle autre personne, et puis nous jugerons ensuite de ses actes qui, excusez-moi, auront même été jugés, je dirais, par des personnes compétentes. Nonobstant ce constat, qui n'a pas encore été condamné, je pars du principe que ce n'est pas parce que c'est mon frère qu'il faut me condamner. Les personnes qui veulent vivre dans la polémique pourront dire oui, effectivement, le président de la fédération a son frère qui était impliqué dans le Footgate. Ceux qui font, je dirais, scindent les choses, diront tout simplement Mehdi Bayat et Mehdi Bayat, son frère et son frère. Et ceux qui vont encore plus loin diront attendons quand même que son frère soit jugé avant de le clouer sur la place publique, tout simplement. Votre frère est un des agents avec qui vous travaillez? Bien sûr. Oui. Entre autres, oui, évidemment. Quelle est l'importance dans vos transferts entrants-sortants? Beaucoup moins important que celui que l'on pense. En tout cas, je pense même qu'il doit faire même peut-être un chiffre d'affaires bien plus élevé dans d'autres clubs de Belgique qu'à Charleroi. Et ça, c'est des faits, c'est des constats qui sont avérés. Mais bon, voilà, je pense avant tout que c'est quelqu'un de compétent. Alors, je ne parle pas du volet juridique du dossier, je n'ai pas l'analyse là-dessus, mais Modji est quelqu'un de très compétent et c'est la raison pour laquelle il est l'agent qui fait le plus gros chiffre d'affaires en Belgique, il est l'agent qui paye le plus d'impôts en Belgique parce que c'est une vérité qui doit être dite aussi, parce que tout simplement, il est bon dans son travail. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est parce qu'on a un meilleur détecteur de talent, qu'on a un meilleur pifomètre, qu'on va à un moment donné s'imposer, je dirais, comme un agent dominant? Moi, d'expérience de l'étude de la criminalité économique et financière dans d'autres domaines, il n'y a jamais de surprise et souvent il y a un loup dans le moteur. Alors je ne dis pas que c'est le cas ici,
parce que voilà, il y a des enquêtes en cours, etc. Mais les faiseurs de miracles sont souvent des charlatans ou des fraudeurs. On a fait une petite recherche et on a trouvé 43 joueurs et 3 entraîneurs qui étaient dans le portefeuille, si je peux dire, de votre frère. À Charleroi ? Oui. Je pense pas. Bistrot. Voilà. Vous êtes allé, à mon avis, dans un bistrot et vous avez discuté avec des personnes qui vous ont dit que ces joueurs-là sont à Moji. Mais je veux bien prendre la liste et je vais faire l'analyse avec vous. Oui, s'il vous plaît. Amara Babi. Alors, c'est bien parce qu'on commence vraiment dans votre liste. Hein. Amara Babi, rien à voir avec Moji Bayat. Chris Bedia, rien à voir avec Moji Bayat. Non, mais c'est quand même incroyable. Hein. Et donc, c'est des faits avérés, c'est des gens qui vous ont donné ça ? En vous disant que c'est effectivement le cas ? C'est une recherche qui a été faite. Alors, je peux vous le dire, ok. Le suivant non plus. Le suivant non plus. Massimo Bruno, effectivement, c'est un joueur bien connu de Moji. Donc, je ne vais pas vous faire toute la liste de tous les joueurs. Non. Mais effectivement, celui d'après aussi. Celui d'après aussi. Celui d'après aussi. Celui d'après, non. Ali Golizadeh, un Iranien. Bon, allez, le rapprochement est facile. Hein. Il n'a rien à voir avec Moji Bayat. Hamdi Arbaoui, c'est bien connu, c'est un de ses joueurs. Moi, je joue le jeu. Et je ferai attention à ce que les moments comme celui-ci, qui vont vous donner aussi de bons moments de télé, soient respectés. Parce que je trouve que c'est très irrespectueux de votre part. Il est très facile de pouvoir recouper ce genre d'informations. Vraiment. Il suffit d'aller sur les sites internet, de regarder qui sont les représentants et les agents des différents joueurs que vous dites. Donc, excusez-moi, je suis extrêmement déçu. Mais en tout cas, je vous le dis, voilà, je suis extrêmement déçu de la qualité de ce que vous venez de me proposer et qui limite pour moi est même scandaleux. Mais en tout cas, heureusement que vous m'avez posé la question et que vous m'avez donné la possibilité de répondre, parce que je trouve que c'est effectivement, quand vous êtes journaliste et que vous avez la possibilité d'interviewer de manière directe quelqu'un comme moi qui joue le jeu, qui prend le temps de venir et me présenter un torchon pareil, excusez-moi, de comprendre que je puisse avoir le droit quand même un petit peu de me vexer aussi. La liste en question, la voici. Elle est annotée de la main de Mehdi Bayat. Un V, c'est oui. Une croix, c'est non. Mehdi Bayat a coché 21 joueurs qui sont bel et bien dans le portefeuille de la société de son frère. 21 joueurs pour un seul agent, dans un seul club, en quelques années. C'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas tout. Nous avions évidemment consulté de nombreuses sources pour établir cette liste. Sur le site Transfermarkt qui fait référence, on peut voir que le joueur iranien Golizadeh semble bien dépendre de la société de Moji Bayat, Creative and Management Group. Mieux, sur le site très officiel de l'Union belge, dont Mehdi Bayat est président, on peut notamment voir une série d'autres noms qu'il a pourtant marqués d'une croix. Et Moji Bayat est même très fier d'annoncer sur son compte Twitter le passage du joueur Chris Bedia, pourtant marqué d'une croix. Chris Bedia, rien à voir avec Moji Bayat. Il passe du Sporting de Charleroi au club de Zulte Waregem. Deux ans après le Footgate, le monde du football semble avoir tourné la page. Comme si c'était un épisode sans lendemain. Comme si la discrétion des enquêteurs et la durée des investigations traduisaient l'abandon des poursuites. Comme si la présomption d'innocence, dont jouissent légitimement les inculpés, s'était déjà transformée en acquittement. Une véritable méthode couée, qui colle bien à l'omerta qui règne dans le milieu du terrain. Le monde du foot, c'est un monde extrêmement paradoxal dans son rapport à la vérité. C'est un monde assez peu sincère, et pour le dire autrement, un monde où l'on ment beaucoup, sinon tout le temps. Et c'est un monde, notamment pour ce qui est du rapport à l'argent, à la fois totalement ouvert et totalement opaque, ce qui est extrêmement paradoxal. On ne parle que d'argent autour du foot, mais dès lors qu'on veut savoir avec précision quelle est la réalité financière du football, on se heurte à un mur et à une grande opacité. Pour le Footgate, tout a commencé dans le Limbourg, dans une petite banque à Genk. La CETIF, la cellule de traitement des informations financières, y remarque 27 comptes détenus par les proches d'une seule personne. C'est un dossier financier très complexe avec des ramifications internationales quand on fait usage des sociétés, plusieurs sociétés
pour masquer l'origine ou le trajet de l'argent. On doit, dans l'esprit de follow the money, de suivre l'argent, donc ça nécessite beaucoup d'heures pour voir clair là-dessus. Tant que la justice n'a pas tranché, les personnes impliquées dans le Footgate sont présumées innocentes. Un seul plaide coupable. C'est un agent de joueur. Son nom, Dejan Veljković. C'est lui qui est lié aux 27 comptes bancaires. En 2018, la loi sur les repentis voit le jour en Belgique. Copiée sur la loi italienne qui a servi dans la lutte contre la mafia, c'est Dejan Veljković qui va inaugurer cette nouvelle loi. Il deviendrait le tout premier repenti de l'histoire judiciaire belge. Mais pour obtenir ce statut, il doit tout dire aux enquêteurs. S'il ne dit pas tout, s'il ment, il risque 5 ans de prison et 80 000 € d'amende. On a accepté de travailler avec un repenti parce qu'en fait, c'était une opportunité et une occasion unique pour vraiment avoir une vue de l'intérieur. Ce qui s'est passé de l'intérieur, c'est toujours très difficile pour démontrer quelque chose, pour objectiver. Mais si on a quelqu'un qui parle, qui se trouve au milieu du milieu, en fait, donc alors ça devient très intéressant. Grâce à ces révélations, on apprend le déroulé des choses. Depuis le début de son travail d'agent de joueur, Dejan Veljković a tout classé. Et lors de la perquisition du 10 octobre 2018, les policiers n'ont eu qu'à emporter l'ensemble des archives. Dans toutes les fraudes économiques et financières, il y a toujours un espèce de comptable un peu au noir. Évidemment, on ne va pas pouvoir tenir des livres de compte comme on les tiendrait pour les activités légales, donc on va noter ça dans des fichiers cryptés, dans des carnets. Et celui qui le plus généralement opère celui-là, c'est celui qui est à la confluence de tout. C'est celui qui est le plus sur la transaction. Et celui-là, c'est l'agent. Dans le cadre d'un transfert d'une rémunération d'un joueur de foot, tout le monde a le sourire, tout le monde a la banane. Le club paye moins, le joueur gagne plus, l'agent a une plus grande commission, le club qui vend touche plus. Tout le monde est gagnant. Mais le dindon de la farce, c'est le fisc. Et c'est pour ça que c'est illégal. Pour contourner le fisc, le système Veljković a souvent recours à des contrats fictifs. Ils sont basés sur des accords de scouting. Le scouting, c'est tout simplement la recherche dans le monde du foot de talents encore inconnus. Une notion un peu vague. On donne un contrat de scouting à n'importe qui, n'importe où. 100 000 €, 200 000 €, 300 000 €. Il n'y a jamais un scouting qui a pris place. Et probablement, jusqu'il y a 2-3 ans, avant que le Footgate a commencé j'imagine, il y a eu beaucoup de ces contrats. Pour le joueur Gojko Chimirot, par exemple, la facture scouting de sa découverte est de 100 000 €. Une somme bien au-delà des tarifs habituels, pour un joueur qui, en outre, était déjà bien connu, puisque proposé au Standard la saison précédente. Payer trop n'est pas interdit. Payer des prestations inexistantes l'est. C'est la base du système de Dejan Veljković. On voit qu'en réalité, lui, ce n'est pas tellement qu'il est de bons ou de mauvais joueurs qui ont fait de lui un agent qui s'est introduit dans certains clubs. Ce qui semble avoir fait de lui un acteur avec un chiffre d'affaires substantiel, c'est le fait qu'il est venu proposer clé en main le même système frauduleux à toute une série de clubs, ce qui leur ont permis à ces clubs d'acheter des joueurs moins chers que ce qu'ils auraient pu les acheter en dehors de ce système frauduleux, et assez vraisemblablement, en plus, à certains décideurs de certains clubs de s'enrichir à titre personnel par des faits de corruption. 2 perquisitions en quelques mois. Une mauvaise surprise pour le club du Standard et son président Bruno Venanzi. Dejan Veljković reconnaît que son système frauduleux a été utilisé en bord de Meuse. Ce système permet de réduire taxes et impôts, mais pas seulement. Les enquêteurs soumettent au président du Standard toute une série d'éléments. Contrats, virements bancaires, carnets de notes découverts lors des perquisitions en Serbie, écoutes téléphoniques et aussi, et surtout, les auditions de Dejan Veljković, le repenti. Il y est question de rapports de scouting en réalité jamais réalisés, de blabla rapporten, comme il dit, et de la construction fiscale frauduleuse dans laquelle ils interviennent. En réaction, Bruno Venanzi reconnaît ses contacts avec Dejan Veljković
mais nie avoir reçu quelconque argent ou cadeau de la part d'agents de joueurs, et espère que son directeur sportif de l'époque, Olivier Renard, n'en a jamais eu également. Dejan Veljković donne aussi des montants en parlant d'un contrat de scouting, 230 000 € pour les 2 premières tranches, 60 000 € pour lui, 20 000 € pour Olivier Renard, le reste pour l'autre agent. Ensuite, Olivier Renard, à sa demande, a reçu une montre pour sa femme, d'une valeur de 12 750 €. La fraude, la corruption en particulier, c'est un tango, hein. Ça se danse à deux. Il y a un corrupteur et il y a un corrompu. Le corrompu, il a un pouvoir de faire ou de s'abstenir qui intéresse le corrupteur. Sans pouvoir, il n'y a jamais de corruption. Souvent, ce pouvoir, c'est le directeur sportif qui formellement et dans les faits en dispose, et ça en fait un personnage absolument central des fraudes autour des transferts dans le monde du foot. Dejan Veljković ajoute: Olivier Renard aurait reçu environ 75 000 € pour favoriser les transferts de joueurs. Devant les enquêteurs qui lui reprochent d'avoir signé des contrats frauduleux pour plus de 3 millions d'euros, Bruno Venanzi reconnaît en partie les faits pour ce qui concerne les montants des factures de scouting. Le président du Standard leur annonce également vouloir déposer plainte contre Olivier Renard et d'autres personnes, dont il apprend durant son audition qu'elles se seraient enrichies personnellement sur ces mêmes opérations. Olivier Renard, aujourd'hui au FC Montréal, n'a pas répondu à nos sollicitations. Nous aurions aimé confronter Bruno Venanzi aux éléments de notre enquête. Il a refusé de nous rencontrer. L'enquête du Footgate a mis en lumière un monde du foot sans aucun scrupule, avide, où la frontière entre imprudence et illégalité est parfois ténue. Les auditions du repenti Veljković vont aussi révéler, et c'est peut-être le plus étonnant, que les affaires atteignent aussi le sein du monde du football. Sporting de Charleroi contre la Gantoise, 28 octobre 2017. C'est un match à l'apparence banale, cependant, il va laisser quelques souvenirs. Ce jour-là, Sébastien Delferrière est l'arbitre principal. C'est un des meilleurs arbitres du pays. Comme il se doit à chaque début de rencontre, il salue les 2 entraîneurs, et notamment l'entraîneur de Charleroi, Felice Mazzu. On joue depuis quelques minutes à peine. Le score est toujours de 0-0. Kubo, le joueur de la Gantoise, entre dans le rectangle. Il va rentrer, ça c'est bien joué avec Kubo. La frappe, non. Il y a quelque chose ou pas? Il y a quelque chose ou pas? On a l'impression qu'il y avait quand même un petit croche-pied là. Alors il y a la vidéo, Marc, n'oubliez pas. Hein. Oui. Va-t-il demander la vidéo? Oui, il la demande. Il la demande. Il a l'air sûr de lui. C'est pénalty, c'est indiscutable. Ça prend la vidéo, mais c'est indiscutable. C'est pénalty. S'il va à la vidéo, c'est pénalty. Il ne donne pas pénalty. D'accord. Ouais, donc ici, clairement, on voit que le défenseur de Charleroi accroche le pied de Kubo, donc le joueur de Gand. Si le VAR l'appelle, c'est que pour l'arbitre qui est dans la camionnette à ce moment-là, c'est qu'il y a une erreur manifeste de l'arbitre. Après, si l'arbitre, lui, décide de ne pas suivre, ça reste encore de son ressort. Et là, pourquoi l'arbitre en question ne suit pas, je ne me l'explique pas. Le match se poursuit. Charleroi prend l'avance, puis double l'écart. La Gantoise réduit le score, c'est 2-1, et pousse tenter plus. On joue les arrêts de jeu. Oh, il y a une faute de main. Il y a un penalty là. Il y a un penalty. Il y a un penalty. Il va y avoir la vidéo. Il y aura un penalty. Il y a un penalty. Là, c'est pas possible autrement. Ou alors il estime que c'est pas volontaire. Ah mais Marc, s'il vous plaît, c'est pénalty. Non, je dis, il estime que c'est pas volontaire. Ah bon? Mais là. Enfin, il est à côté.
il est là, il va donner le penalty, c'est pas possible autrement. Ouais, mais là, c'est clair et évident que c'est incompréhensible de ne pas siffler penalty. Selon les critères en place, le bras est écarté. C'est clair pour moi. Est-ce que l'arbitre, sur cette phase-là, a une vue cachée, mais on a le VAR aussi? Je pense que le VAR l'a appelé. Qu'il ne donne pas penalty, c'est encore plus étrange. Mais c'est n'importe quoi, mais c'est pas possible de voir ça. Mais on est gêné. Mais il y a de quoi être gêné. Dans la presse flamande, Sébastien Delferrière s'excusera quelques jours plus tard auprès de Gand et parlera d'un jour sans. La semaine suivante, il se retrouvera 4e arbitre dans un match de bas de tableau. Sans être trop naïf, j'étais surpris par l'ampleur de cette enquête, vraiment. C'était aussi ce qui m'a interpellé le plus, c'était en fait la relation amicale entre un agent de joueurs et des arbitres, par exemple. Ça m'a interpellé. Le monde du football est un petit monde. Tout le monde se connaît, se côtoie. Les agents, les joueurs, les dirigeants, les entraîneurs et les arbitres. « 262 contacts téléphoniques ou SMS en moins d'un an. Sponsoring, cadeaux et avantages pour l'arbitre sur l'achat d'une voiture sont reconnus par le repenti dans ses auditions. Il déclare aussi aux enquêteurs qu'en juin 2017, Delferrière lui a présenté Mazzou. Il pensait à lui pour Bruges, qui cherchait un entraîneur. Si le deal se faisait, Delferrière voulait un pourcentage. Dejan Veljković présente Sébastien Delferrière comme un grand ami de Felice Mazzou. Il ajoute, Sébastien s'occupe de tout, alors qu'il est aussi arbitre. S'il y a quelqu'un qui doit donner l'exemple dans le sport, qui doit faire preuve de l'impartialité tout le temps, c'est quand même l'arbitre, sinon le sport perd sa raison d'être. Contactés par nos soins, Sébastien Delferrière et Felice Mazzou ont décliné nos demandes d'interview. Mais Dejan Veljković n'en a pas terminé. À la fin du championnat 2016-2017, Anderlecht, en tête des playoffs, se déplace à Bruges pour une rencontre capitale. Rencontre arbitrée par Sébastien Delferrière. Voilà, coup d'envoi, donnez. Voilà, c'est parti. Quelques jours avant, Veljković, à ce moment l'agent du meilleur joueur d'Anderlecht, Sofiane Hani, C'est goal. Il est botté intelligemment ce but. a rencontré Herman Van Holsbeek, le directeur général d'Anderlecht. En échange d'une garantie de contrat pour son joueur, celui-ci lui demande d'intercéder auprès de l'arbitre, ce qu'il fait. Delferrière répond alors à Veljković, d'après les auditions, qu'Anderlecht ne perdra pas. Le match se termine sur le score de 1-1, Anderlecht est champion, Hani a un nouveau contrat et Veljković reçoit une commission de 440 000 €. Enfin, au dire de Veljković, 2 montres sont offertes au directeur général d'Anderlecht et à sa femme pour un montant avoisinant les 40 000 €. Herman Van Holsbeek, contacté, a décliné notre invitation. L'enquête sur le Footgate a fait des petits. L'agent de joueur Patrick de Coster a été arrêté en Belgique et inculpé. À Monaco, où il réside, 2 autres agents belges de très haut niveau ont été perquisitionnés. Didier Frenet a été assigné à résidence. Christophe Enrotet, quant à lui, a été inculpé. Tous 3 nient les faits de faux, usage de faux et blanchiment dont ils sont soupçonnés. L'arrestation de certains agents, peut-être, donne aux joueurs le sentiment que la justice ne recule pas et que la justice est capable, même si ces agents se trouvent en dehors du pays, d'agir. Et donc ça les met peut-être en confiance par rapport à notre justice. Et peut-être que c'est ce qui fait que les langues se délient. La FIFA avait à l'époque fait une étude qui indiquait qu'en réalité 30% du montant total des sommes de transfert ne revenaient pas aux joueurs ou aux clubs et étaient versés à des personnes tierces. On peut imaginer des agents. Je pense que ça va au-delà de ça, puisque si à ces 30% on ajoute les commissions des agents prises sur les salaires eux-mêmes du joueur, on peut encore arriver à des sommes plus importantes. Et pour des joueurs importants, et même des joueurs du niveau de l'équipe nationale belge, les sommes sont astronomiques et les joueurs, de manière générale, ne pensaient absolument pas que leur agent, qui était censé défendre leur intérêt, gagnait autant et parfois plus qu'eux. Ces actions de la justice belge font suite aux plaintes de plusieurs Diables Rouges contre leurs agents. Parmi ces joueurs, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier.
si on peut faire changer les mentalités, les esprits, et faire en sorte que c'est le sport qui prédomine et pas l'argent, ben, tant mieux. Alors c'est peut-être illusoire, mais au moins on aura essayé. Il faudra en changer le modèle économique de A à Z, chose qui n'arrivera probablement jamais. Il y a beaucoup trop d'argent en jeu pour que la lutte de pouvoir et la lutte d'argent cesse un jour. Le football est à l'image de notre société. Très clairement, c'est un miroir. On n'est pas malheureusement, je dirais, immunisé contre tous les problèmes qui puissent exister dans la société. Et c'est exactement la même chose dans le monde du football. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire que nous vivons dans une société sale, dans une société complètement, je dirais, corrompue et tordue. Non, loin de là. En avril 2021, Mehdi Bayat est candidat au comité exécutif de l'UEFA. 9 candidats pour 8 places. Il échoue. Bon dernier. Plus tard, face à la presse, il annonce son départ anticipé de la présidence de l'Union belge de football. Sa volonté étant de se concentrer sur son club et sa famille. En juin, il n'accompagne même pas les Diables Rouges à l'Euro. Selon nos informations, son nom apparaît dans le dossier Footgate. Il a d'ailleurs été entendu par les enquêteurs. Le milieu du terrain, c'est un système qui a la vie dure. À la lumière du Footgate, on peut dire que le football belge a vraiment besoin de changement. Pour le moment, dans cette enquête, la justice est à l'œuvre, à son rythme. Les longues instructions se terminent. Si les juges le décident, il y aura des procès. L'étape suivante, ce sera sans doute pour le monde politique, bien silencieux jusqu'à présent. Le législateur devra en effet tirer les conclusions de toutes ces affaires et imposer de véritables changements structurels dans le milieu du terrain. Voilà pour cette enquête, merci de l'avoir suivie. Si vous souhaitez réagir ou partager des informations avec nous, une seule adresse, investigation@rtbf.be, et continuez à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Excellente soirée sur la Une, à bientôt.